quand on vient de faire 3 semaines sur un bateau dans le brouillard, et que d'un seul coup on a un rayon de soleil et puis on voit la Terre, là c'est quelque chose dont on se souvient toute sa vie. Salut et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs, entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Amaury Guérin. Navigateur de la première heure, Amaury est un aventurier qui vogue par-delà les océans pour suivre ses rêves. Et quel rêve! Alors qu'il vient d'achever une expédition scientifique dans le cercle polaire arctique, il prépare actuellement la boucle transatlantique en Mini 650. Une expédition en solitaire, sans assistance, sur un bateau à peine plus grand qu'une voiture. Si ce projet peut paraître fou, il fait vibrer Amaury, et nous aussi, à vrai dire. Pourquoi repenser la pratique actuelle de la course au large ? Comment donner une dimension collective à un projet personnel ? Comment concilier rêve et action ? Voilà les sujets que nous abordons dans cet épisode. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Amaury Guérin. Nous allons te laisser te présenter. Tout d'abord, pourrais-tu commencer par nous dire qui tu es ? Bonjour Bat, bonjour Raph. Alors moi, je me définis avant tout comme un navigateur et quelqu'un qui aime beaucoup l'aventure et me lancer des défis qui demandent beaucoup d'engagement derrière. Et puis à côté, je suis aussi étudiant. Je suis aussi étudiant en 2 écoles à Rennes, donc à l'INSA de Rennes, une école d'ingénieur, et puis Sciences Po Rennes. Voilà, et que dire d'autre C'est déjà pas mal, on peut partir dessus. Donc tu as dit que tu te définissais comme un navigateur. Pourquoi es-tu un navigateur ? Est-ce que c'est quelque chose qui te vient de l'enfance ? Quels sont tes projets de navigateur aujourd'hui ? Alors, d'où ça me vient cette envie de naviguer ? C'est difficile d'identifier quelque chose de précis, mais j'ai toujours voulu naviguer, même si ma famille et l'environnement dans lequel j'étais ne me poussaient pas du tout à le faire, parce que j'ai grandi principalement en région parisienne, et ma famille n'est pas du tout une famille de navigateurs ou de navigatrices. Donc en fait, quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, quand j'étais en maternelle, je dessinais des bateaux, et j'avais envie de naviguer, je voulais naviguer. Donc j'ai toujours eu cette envie-là, et finalement quand j'ai eu 5-6 ans, mes parents en ont eu marre de m'entendre parler de bateau, et ils ont fini par aller m'inscrire à un club de voile. Bon, sur le coup, ils me l'ont pas dit, ils m'ont dit qu'ils allaient m'inscrire à un club de foot, et donc ils m'ont emmené au club de foot, et quand ils ont commencé à me montrer les buts, et que les buts c'était 2 bouées sur un lac, j'ai fini par comprendre qu'ils m'avaient inscrit à un club de voile, et pour le coup là c'est dans le Nord, on habitait dans le Nord à cette époque-là. Et donc, c'est là que j'ai commencé à naviguer entre les terrils sur un lac formé par une mine éboulée. On a cru comprendre que tu étais pas mal occupé en ce moment avec la préparation d'une navigation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport à ton projet ? Et alors, mon gros projet, le projet que je prépare en ce moment pour les 2 prochaines années, c'est un projet de boucle transatlantique. Donc, une traversée de l'Atlantique en course avec la Mini Transat en solitaire sur un petit bateau de 6,50 m. Sans assistance et sans moyen de communication moderne, et avec l'idée de pas seulement faire cette course dans un sens, mais de derrière monter le bateau à New York pour tenter de battre le record de l'Atlantique Nord sur la route du retour. Donc on est sur une performance de sport de haut niveau, et disons que quand même tu vas te mettre énormément à l'épreuve. Aujourd'hui, est-ce que tu t'es préparé, et comment tu te prépares à un tel exploit ? Alors c'est pas forcément un exploit pour l'instant parce que pour nous aussi, mais faut s'y préparer assez sérieusement, parce que c'est vrai que il y a le côté performance évidemment, mais il y a aussi le côté sécurité, et ce genre de navigation sur un petit bateau en solitaire, si on n'est pas bien préparé, ça peut vite devenir dangereux. Donc la performance va de pair avec la sécurité dans ces moments-là, dans cette préparation. Et donc je me prépare là depuis 1 an maintenant. Donc c'est une préparation sur 3 ans, en faisant beaucoup de navigation à la journée ou en partant plusieurs jours en mer, avec des préparations de sécurité aussi, des stages de sécurité, apprendre à utiliser un radeau de survie, à se faire élitreiller, à utiliser les fusées de détresse, mais aussi la préparation au niveau météo, donc connaître tous les systèmes météo et savoir comment ils vont évoluer, et aussi derrière de la préparation technique du bateau, parce que si la machine fonctionne bien, il y a déjà de plus grandes chances que l'aventure se passe bien.
Et pourquoi partir sur un format aussi engageant? Qu'est-ce qui te pousse à partir sur ce format de course? Alors, déjà, le format course, c'est vrai que c'est un format qui attire beaucoup et qui, moi, m'attire beaucoup parce que la course oblige à se dépasser, en fait. Quand on va naviguer comme ça en mer, on n'est pas forcément tout le temps cette adrénaline, cette petite flamme qui nous oblige à aller au bout de nous-mêmes tout le temps. Et en course au large, le fait d'avoir des concurrents autour de nous, ça nous pousse à tout le temps mieux régler le bateau, tout le temps essayer de le faire avancer plus vite, tout le temps essayer de prendre les bonnes options météo, de faire la meilleure trajectoire. Et donc finalement, à la fin, ça nous oblige à être meilleur en navigation. Et donc c'est ça aussi qui m'attire dans la course, c'est qu'on essaie d'atteindre le stade le plus perfectionné, on va dire, dans la navigation, quoi. Donc là, tu as choisi de partir sur un mini bateau de 6,50 m. Pourquoi avoir fait ce choix? Et quel est le message que tu veux transmettre aussi en partant sur ce type de course? Alors déjà, pourquoi le 6,50 m? Il y a déjà une raison un peu traditionnelle, c'est que en course au large, on commence souvent l'apprentissage de la course au large par ces petits bateaux de 6,50 m, les mini 6,50. Il y a un dicton qui dit passe ta mini d'abord. Donc passe ta mini transat en premier et ensuite tu partiras faire le Vendée Globe et la route du Rhum. Donc il y a cette première raison. Mais derrière, il y en a d'autres, c'est aussi que plus le bateau est petit, hein, plus l'aventure aussi est grande parce que on se retrouve tout seul sur un petit bateau quand le bateau est plus petit, les vagues paraissent plus grosses. Donc forcément, il y a ces défis-là en plus. Et la dernière raison qui, je pense, va être de plus en plus importante, c'est que plus le bateau est petit, plus l'impact du bateau est faible, en fait, l'impact environnemental du bateau. Et donc ça aussi, je trouvais ça intéressant en Mini 650, c'est que c'est beaucoup moins impactant sur l'environnement de construire un bateau de 6,50 m qu'un bateau de 18 mètres. Derrière, c'est des bateaux aussi qui ratissent l'eau moins large, donc avec des risques de collision plus faibles avec les cétacés. Donc c'est des bateaux aussi plus simples à entretenir, qui coûtent moins cher. Donc voilà, il y a plein d'avantages avec les petits bateaux. Est-ce que tu pourrais nous développer un peu cet aspect-là justement de la course aujourd'hui de voile? Quel est son impact aujourd'hui sur l'environnement? Pourquoi toi tu veux rentrer un peu prendre un peu de cours et surtout changer le modèle de la course aujourd'hui? Alors, la course au large, si on veut reprendre les choses, en fait, c'est un sport qui a très longtemps eu et qui, je pense, a toujours l'image d'un sport très vertueux du point de vue environnemental. Dans l'imaginaire des gens, ça reste un sport très écologique. C'est des bateaux qui sont poussés par le vent, uniquement par le vent, et des navigateurs qui sont en harmonie avec la nature. Mais en fait, depuis, ça c'était peut-être vrai il y a 50 ou 70 ans avec les premiers navigateurs autour du monde qui partaient sur des vieux bateaux qui bidouillaient pendant la course et qui coûtaient finalement très peu cher et qui construisaient eux-mêmes. Aujourd'hui, la course au large, c'est plus du tout la même chose. C'est devenu vraiment une industrie à part entière avec des bateaux en carbone high-tech qui vont très vite. Et donc, il y a beaucoup de problématiques autour de ça. Déjà, c'est que à construire un bateau, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Par exemple, pour donner un ordre de grandeur, un IMOCA, donc un bateau du Vendée Globe, pour le construire, c'est à peu près 550 tonnes équivalent CO2. Donc, ce qu'on devrait émettre annuellement à notre échelle individuelle c'est 2 tonnes. En 2050, c'est 2 tonnes. Donc, voilà, pour remettre un peu de rapport d'ordre de grandeur, c'est colossal. Et à côté de ça, les vitesses augmentent beaucoup avec les foils. Donc sous l'eau, on se retrouve avec des grandes lames de rasoir, ces foils qui ratissent l'eau très largement, et des bateaux qui du coup sont de plus en plus rapides. Et donc il y a aussi la problématique des collisions avec les cétacés qui apparaissent. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de collisions avec les cétacés qui n'arrivent pas à détecter les bateaux, parce que comme il y a le foil, le bateau vole à moitié au-dessus de l'eau, et donc il est très silencieux, il est très rapide, et donc la baleine souvent n'a pas le temps de plonger ou de s'écarter avant que le bateau passe. Et donc très régulièrement, il y a des collisions. Enfin, sur un Vendée Globe, c'est plusieurs collisions par Vendée Globe. Et il faut savoir que chaque fois, quasiment systématiquement, une collision signifie la mort de la baleine derrière. Parce que c'est un animal hémophile. Et du coup, qui ne cicatrise pas. Et donc, qui va, si elle est blessée, doucement se vider de son sang, si elle est pas tuée sur le coup. Et donc ça, c'est une problématique qui est propre à la course au large, mais aussi même au transport maritime, de manière générale. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu une vidéo de baleine qui est sortie, je sais pas si vous avez vu, mais d'un rorqual commun qui avait la colonne vertébrale complètement cassée.
et donc qui pouvaient plus se nourrir, qui pouvaient nager très difficilement. Et les images sont assez marquantes à voir. On voit vraiment l'animal complètement handicapé à la surface de l'eau. Et donc là, c'est l'impact au niveau du bateau et plutôt au niveau du skipper et du bateau et au niveau plus global de la course de haute performance. Ouais, il y a aussi eu beaucoup de transitions. Je pense qu'on est monté en termes de sport. Les bateaux se ressemblent de plus en plus et il y a de plus en plus de monde, donc il y a un niveau sportif qui monte, je pense. Mais par contre, la contrepartie de ça, c'est que les skippers sont de plus en plus des machines, des robots, et n'ont plus du tout le même rapport avec la mer. Moi, je reprends l'exemple, par exemple, de Bernard Moitessier, il y a 50 ou 70 ans. C'est un navigateur qui passait des heures à contempler la mer, les dauphins et les albatros. Aujourd'hui, les skippers du Vendée Globe, par exemple, sont dans leur cabine. Les cockpits des bateaux, donc l'endroit dont on manœuvre le bateau, c'est devenu complètement fermé parce que c'est dangereux d'être dehors. Il y a des vagues qui déferlent en permanence sur le plomb et les bateaux sont très rapides. Et donc, les skippers sont enfermés à l'intérieur de leur bateau et le seul lien qu'ils ont avec le vent, c'est avec les instruments qui s'affichent, la vitesse du vent, l'angle au vent, la vitesse du bateau. Et en fait, ils tirent sur leur boot selon ces informations-là. Et c'est vraiment plus du tout la même manière de naviguer. Maintenant, c'est plus du pilotage, on va dire. Moi, après, je fais quand même partie... je suis quand même un navigateur qui fait de la course, donc forcément, je fais un peu partie de ce monde-là. Après, sur des plus petits bateaux, déjà, je pense qu'on est plus en contact direct avec la mer. On n'est pas... dans nos cockpits, on n'est pas complètement enfermé. On est vraiment dehors. Donc, c'est assez différent. Et puis, je sais aussi, derrière, pas forcément en course, parce que c'est compliqué en course de prendre le temps de le faire, mais en dehors des courses, de prendre le temps de regarder la mer, de regarder les cétacés, les oiseaux marins, le plancton aussi, on pourra en parler. Mais justement, parlons-en du plancton. Tu as mené un projet justement lié au plancton. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, tout à fait. Alors, ça, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais fait un peu de course au large déjà. J'avais fait quelques courses et je me posais pas mal de questions sur la raison d'être de tout ça, en fait. À quoi ça sert de faire des courses à la société? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, il y a les technologies qui peuvent se transmettre après dans le transport maritime, peut-être, mais moi, à mon échelle, j'avais un peu l'impression de faire ça juste pour moi. Et il y avait cette première partie-là, et la deuxième envie que j'avais, c'était aussi d'aller découvrir d'autres, vraiment au-delà de l'horizon, d'aller vraiment loin, découvrir d'autres pays, découvrir d'autres lieux de navigation, d'autres mers. Et donc, j'ai monté ce projet d'expédition au cercle polaire arctique. Et j'ai envoyé beaucoup de mails à des chercheurs, à des instituts de recherche, pour leur dire, moi j'ai un petit bateau, je suis prêt à monter au cercle polaire, et je suis prêt à mettre à disposition cette plateforme qu'est le voilier pour effectuer des prélèvements scientifiques. Et j'ai eu la chance de rentrer en contact avec Plankton Planet, qui est un consortium scientifique dont le but c'est d'établir une cartographie mondiale du plancton grâce au prélèvement de tous les usagers de la mer, donc les pêcheurs, la marine nationale, les plaisanciers, donc c'est vraiment très large. Et à ce moment-là, Plankton Planet cherchait justement quelqu'un pour tester, on va dire en conditions réelles, leurs nouveaux instruments de prélèvement et d'analyse du plancton. Et donc voilà, je suis parti pendant l'expédition plancton de Pilourson. Pilourson, c'était le nom du bateau. Jusqu'au cercle polaire arctique, tout seul sur le bateau, en juin 2022. Et donc c'était une expérience de combien de temps? Et est-ce que ça a un lien avec tes études ou pas du tout? Alors à l'origine, ça n'avait pas du tout un lien avec mes études. J'ai pensé ça de manière complètement détachée des études. À ce moment-là, du coup, je suis toujours dans ce double diplôme entre l'INSA, donc l'école d'ingénieurs, et puis Sciences Po Rennes. Et je fais mes études en même temps, mais le projet, je le pensais vraiment de manière indépendante des études. Et donc concrètement, le projet en lui-même, il y a eu toute une phase de préparation qui a duré un peu plus de 6 mois. Où là, finalement, ça a presque été la période la plus dure parce que j'étais dans les études en même temps. Donc, faut préparer le bateau. Le bateau, il avait quasiment 40 ans, donc j'ai dû le désosser complètement, refaire de la quille jusqu'à la tête de mât pour être sûr qu'il résiste bien. Et en même temps, suivre les cours, passer les partiels, préparer tout le voyage, trouver les sponsors aussi pour m'accompagner sur le projet. Et puis finalement, ça a été un peu la délivrance de partir en mer au mois de juin 2022. Et j'en ai eu à peu près pour 3 semaines de mer pour monter jusqu'au cercle polaire arctique, donc au nord de la Norvège, jusqu'aux îles Lofoten. C'est un petit archipel qui est sur la
la pointe nord de la Norvège, en fait. À peu près 100 km au-dessus du cercle polaire arctique. Qu'est-ce que vous avez pu en tirer justement de cette expérience, scientifiquement et même peut-être humainement? Alors scientifiquement, ce qui a été le principal apport, je pense, de l'expédition, ça a été de tester les outils pour apporter des retours pour que les prochaines versions des outils et les prochaines expéditions puissent utiliser des outils qui soient plus ergonomiques à bord de voiliers. Parce que ça a été des outils qui avaient été pensés beaucoup par des chercheurs et qui avaient jusque-là peu été utilisés en mer. Et donc, pour que les outils soient utilisables par tout le monde, il faut vraiment une ergonomie qui soit très simplifiée. Et j'ai aussi pu servir un peu de crash test, donc en gros, faire toutes les erreurs possibles avec les outils pour après identifier les raisons pour lesquelles j'ai fait ces erreurs, pour faire en sorte que les planctonautes suivants ne fassent pas les mêmes erreurs. Voilà. Et donc, il y a eu cette partie-là, et puis il y a aussi eu un apport scientifique, parce que toutes les données que j'ai récoltées, donc en fait, j'avais un filet à plancton à bord. Donc je le mettais comme un filet à poisson à l'eau à l'arrière du bateau. Je le tractais pendant quelques minutes. À la fin, je récupérais un échantillon d'eau qui était assez concentré en plancton. Et tout ça, je l'imageais. Donc, je prenais des images de cet échantillon avec le planctoscope, qui est un microscope à plancton, prévu pour justement être utilisé depuis un voilier. Et donc, toutes ces images, à chaque prélèvement, j'en prenais 500. Et toutes ces images, je les stockais sur le bateau. Et à la fin, une fois arrivé à terre, je les ai chargées en ligne sur une plateforme qui s'appelle Ecotaxa, et qui après va identifier en fait chaque espèce de plancton. Pour chaque image, identifier une espèce de plancton grâce à un algorithme et une intelligence artificielle pour que derrière, toutes ces données-là soient accessibles aux scientifiques. Donc derrière, ces données en fait ne vont pas forcément dans l'immédiat servir à une étude très précise, mais pourront être utilisées plusieurs fois par des scientifiques sur différentes thématiques en fait, pour faire des statistiques pour après leurs études. Donc là, on parle d'un point de vue scientifique et donc participer à l'augmentation de la connaissance actuelle. Et toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'a fait de matérialiser et plutôt, comment dire, te raccrocher un peu plus à ces petits organismes microscopiques qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui pourtant sont bien présents? Ça permet de prendre beaucoup de recul sur ce qu'on est en fait, parce que faut savoir que le plancton, c'est juste une petite explication dessus parce que c'est important le plancton. C'est tous les organismes qui dérivent au gré des courants. Donc ça vient du grec planctos, du grec ancien qui veut dire errant. Donc c'est tous les organismes qui ne sont pas assez puissants pour nager contre le courant ou qui sont trop petits pour le faire. Donc parce que par exemple, il y a des tout petits planctons qui nagent très vite à leur échelle, mais par contre, quand il y a un courant de 4 ou 5 km/h, ils sont incapables de nager contre. Et donc c'est très large, ça va du virus jusqu'à la méduse en fait, en passant par les bactéries, des microalgues unicellulaires et des petits crustacés aussi de quelques millimètres. Donc c'est vraiment extrêmement large. On estime qu'il y a quasiment 1 million d'espèces de plancton qui existent. Et aujourd'hui, on en connaît à peu près 300 000. Donc il y a énormément à apprendre encore sur le plancton. Et par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il a un apport énorme pour l'équilibre biologique et pour l'équilibre climatique de la planète. Pour l'équilibre biologique, parce que il est à la base de toute la chaîne alimentaire. Donc, si on veut résumer, il y a le phytoplancton, donc le plancton végétal, qui va se faire manger par le zooplancton, le plancton animal, qui lui-même d'ailleurs va se faire manger par les petits poissons, qui vont se faire manger par les thons, qui vont se faire manger par les orques, et ainsi de suite. Et le plancton se fait aussi manger par les baleines. Le plancton est plutôt connu pour ça. Du coup. Et il y a aussi un apport climatique parce que le phytoplancton en fait va faire de la photosynthèse, donc va absorber une partie du CO2 et derrière créer de l'oxygène, enfin fabriquer de l'oxygène. Et donc le plancton, le phytoplancton a créé l'atmosphère qui a permis à la vie terrestre de se développer en dehors des océans en fait. Et aujourd'hui, le phytoplancton continue toujours de produire la moitié de l'oxygène, à égalité avec les forêts. Donc souvent on a l'image de l'Amazonie, le poumon de la planète, mais en fait il y a les forêts et le plancton qui est le deuxième poumon de la planète, à égalité avec les forêts et l'ensemble des plantes terrestres. Voilà, donc c'est vraiment hyper important d'étudier et c'est pour ça que je trouve, avec cette expédition, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plein de choses, énormément de choses à faire là-dessus. Et il y a aussi tout un travail de sensibilisation, de vulgarisation autour du rôle du plancton, parce que pour l'instant, le plancton, il reste très, très méconnu. On pense aux baleines, quoi, c'est tout. Et donc, tu as réussi à trouver un moyen de lier ta passion et toutes les contraintes que ça pose avec quelque chose qui pourrait avoir un intérêt sociétal d'une certaine manière?
Exactement, ouais, c'est ça. Et finalement, quand on est en mer, on trouve vraiment du sens. Bah, quand on est en course, on trouve du sens parce qu'il y a cette adrénaline de la course. Mais quand on est en mer et que on fait des prélèvements de plancton, on trouve aussi un sens aux navigations. Et c'est aussi quelque chose qui me motive quand on est en mer, de se dire, bah, on fait ça, mais derrière, ça va servir, quoi. Et c'est pas juste pour moi ou pour découvrir quelque chose, mais c'est vraiment, ça va être utile, quoi. Est-ce que tu pourrais essayer de nous décrire ce que tu ressens quand tu es en mer? Ça dépend. C'est assez dur comme question. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, je pense qu'une des premières caractéristiques quand on est en mer, surtout quand on est tout seul au large, c'est que les émotions sont très instables. Beaucoup plus qu'à terre. Et ça, c'est aussi ce que moi je vais chercher quand je vais en mer, c'est trouver cette instabilité des émotions. En fait, on passe par des phases très hautes et des phases très basses. La fatigue vient complètement nous déstabiliser. Il y a aussi le fait que les conditions changent rapidement. On est isolé, donc on n'a pas quelqu'un qui nous oblige à garder un mental stable. On est tout seul, donc si on pète un câble ou qu'on se met à chanter, personne ne sera là pour nous juger. Et donc, en fonction des moments, on peut se retrouver avec des hauts fantastiques où on est super content, le vent vient de tourner, il suffit que le vent tourne un tout petit peu ou qu'il y ait un rayon de soleil après une tempête et d'un seul coup, c'est la fête à bord et c'est un moment d'euphorie absolue. Et il y a d'autres moments, par contre, où le vent est de face et c'est dur, on est mouillé et là, on peut passer par des moments de se demander ce qu'on fait là. Pendant un moment, on se dit, mais pourquoi je fais de la voile et pourquoi je pourrais tranquillement être à terre, confortable. Donc en fait, c'est vraiment jamais la même chose qu'on ressent en mer. Et c'est ça qui est super intéressant. Et surtout derrière, ce qui est intéressant, c'est que souvent on se souvient plutôt des moments hauts que des moments bas, qu'on a vite tendance à oublier. Et donc là, c'est quand même une activité à risque de te retrouver au beau milieu de l'Atlantique sans moyen de communication moderne. Comment est-ce que tu appréhendes ce risque? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses? Et en dehors de la préparation que tu as, quelle vision tu as de ce risque? Je pense qu'il y a une bonne partie du risque qui peut être déjà préparée en amont. Donc, en ayant un bon bateau qui soit prêt, en s'étant formé à tout ça, et aux procédures de sécurité et aux risques principaux en mer. Maintenant, je pense qu'il y a toujours une petite part d'aléatoire, et il y a aussi toujours la loi de Murphy, donc c'est s'il y a quelque chose qui doit mal arriver, voilà, c'est ça, et puis souvent les emmerdes volent en escadrille, et donc loi de l'emmerdement maximal. Voilà, exactement, et donc ça, on sait que, faut essayer de toujours penser au pire pour s'y préparer, même si ça fait pas plaisir d'y penser. Pour l'instant, j'ai eu la chance de jamais avoir vécu de gros problèmes en mer, de problèmes où je me suis vraiment dit là je vais mourir ou ça va vraiment être compliqué. Ou alors je m'en suis rendu compte après, que je me suis rendu compte après, mais là en fait j'aurais pu y passer, mais tout s'est bien passé, mais en fait ces moments-là aussi permettent de mettre un petit avertissement, on va dire. Et je pense que la peur aussi est importante pour gérer le risque. Le fait d'avoir peur en mer, c'est super important parce que ça va éviter d'aller prendre des risques inconsidérés, en fait. Quand on a peur sur le bateau parce qu'il y a trop grosses vagues ou il y a trop de vent, derrière, on va s'accrocher au bateau, on va toujours garder notre longe pour rester solidaire avec le bateau, on va pas mettre trop de voile, on va prendre une route qui est plus en sécurité. Donc, je pense c'est ce tout qui fait que la sécurité dépend quand même beaucoup de nous-mêmes derrière. Et t'as l'air de dire que globalement ta sécurité dépend pas mal de tes sensations. Donc la peur te permet de prendre les bons choix et de faire les bonnes décisions. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quand tu as plusieurs jours où t'as pas beaucoup dormi ou que les conditions sont juste insupportables, comment tu fais pour garder cette sensibilité et cette sensation? C'est ça qui est très dur en fait, parce que c'est vrai qu'avec le manque de sommeil, avec toute la fatigue accumulée au large, on a vite tendance à avoir des sensations qui sont faussées. Et donc par moments, dans les moments, je parlais tout à l'heure des moments d'euphorie, typiquement on peut avoir des moments un peu de folie où on se dit je suis trop fort, je pas besoin de m'accrocher, ou on va mettre plus de voile sur le bateau, tout va bien se passer. Et c'est là que ça peut être dangereux. Et je pense du coup qu'au large, faut réussir à garder au maximum
combattre au maximum cette instabilité émotionnelle, en fait. Et cette instabilité des actions qu'on peut avoir pour rester en sécurité. Et après, il y a autre chose aussi qui est important, c'est qu'au large, en fait, le principal danger, c'est pas d'être au large, c'est l'homme, parce que c'est la collision qui reste le principal danger, ou alors la côte. Donc, en fait, si on est vraiment au large, sur le bateau, tout seul, si le bateau est insubmersible ou est bien résistant, il peut presque rien nous arriver. Le principal risque, quand le bateau est insubmersible, comme sur les petits bateaux de 6,50 m sur lesquels je navigue, c'est l'incendie à bord. Mais sinon, en fait, si on reste bien accroché au bateau, qu'on tombe pas à l'eau, qu'on fait bien attention, il peut rien se passer de grave. On peut pas mourir comme ça. Le risque, c'est quand on est près de la côte, de terminer sur les rochers, s'il y a une tempête qui nous pousse sur les rochers, et qu'on n'a pas assez de marche sous le vent pour laisser le bateau dériver. Ou alors, c'est d'avoir une collision avec un bateau qu'on n'a pas vu arriver et qui n'a pas dévié de sa route. Donc, ouais, je pense que c'est surtout l'homme qui est dangereux en mer. Et là, donc on a vu un petit peu comment toi tu appréhendes la notion de risque, mais quand t'es parti là dans ce projet, quel a été l'impact de ton entourage et comment est-ce que ton entourage a pris ta décision de t'embarquer dans cette aventure? Bah, du coup, quand j'ai monté le projet d'expédition, c'était vraiment mon premier gros projet où je partais loin, où c'était vraiment une aventure. Alors au début, ça a été un peu compliqué. J'aurais commencé à en parler à mes parents. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est alors non, parce qu'ils voyaient pas comment comment je pourrais concilier ça avec mes études et aussi comment je pourrais partir en étant en sécurité aussi. Et après, petit à petit, j'ai fini par réussir à les convaincre de me laisser partir et aussi de me prêter leur bateau parce que ils avaient ce petit bateau Pilourson qui finalement a très bien fait l'affaire pour le voyage et qui a complètement rempli son travail. Mais au début, il y avait ce petit réflexe de se dire t'es parti, t'as ton école, t'as tes 2 écoles, c'est très bien, faut que tu continues comme ça, tu vas avoir un super diplôme et après t'auras tout le temps que tu veux pour faire tous les projets que tu veux une fois que t'auras ton diplôme et ton travail. Et ça a été pas forcément évident au début de les convaincre de suivre le projet. Par contre, une fois que ils ont accepté le projet, et par contre, ils m'ont aidé à fond pour le réaliser et ils étaient vraiment super impliqués dans l'aventure. Alors, je sais pas si c'est parce que ça les faisait voyager un peu par procuration, ou alors parce que c'était une manière pour eux de se dire, de toute façon, il va y aller, autant faire en sorte qu'il y aille dans les meilleures conditions. Mais en tout cas, ils m'ont apporté beaucoup de soutien pendant les 6 mois de préparation. Mes grands-parents, mes parents, enfin, ils ont tous été hyper présents. Et il y a aussi plein d'amis qui m'ont aidé à préparer le bateau pour le voyage. Et ça, c'était vraiment génial. En fait, c'était une aventure solitaire, mais qui à la fin s'est transformée Enfin, j'ai jamais vécu une aventure humaine aussi intense, en fait. Parce qu'on a partagé des choses géniales dans la préparation. Et encore aujourd'hui, du coup, ils te soutiennent tous pour le projet que tu vas mener en 2025. Ouais. Et encore aujourd'hui, ils suivent le projet. Et puis, je pense que du coup, depuis que ce projet d'expédition au cercle polaire s'est plutôt bien passé, je suis revenu en un seul morceau. Déjà, ils ont un peu plus confiance. Ils ont un peu plus confiance dans la manière dont le suivant va se passer. Enfin, j'espère. Et donc, il n'y a pas que tes proches aussi qui te soutiennent, il y a peut-être des sponsors. Ouais. Ça fonctionne comment pour trouver un sponsor qui est probablement aussi tête brûlée que toi pour te suivre dans l'aventure? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que la voile, c'est un sport mécanique. Donc, forcément, c'est un sport qui coûte cher. Et qui, de ce point de vue, c'est assez élitiste comme sport parce que pour faire la course au large, surtout, il faut des machines qui coûtent vite plusieurs centaines de milliers d'euros avec des budgets de fonctionnement qui sont assez importants. Donc, à moins d'être dentiste ou neurologue, D'accord. des fois, ça peut être compliqué de s'autofinancer et quand on est étudiant, c'est complètement impossible. Et donc, c'est vrai que, le premier frein quand on monte un projet de voile, c'est le budget, en fait. Et donc, à chaque fois que j'ai monté un projet, c'est la première chose qu'on m'a dit, ok, enfin, mes parents m'ont dit, ok, mais si tu trouves le budget pour le faire, en fait, c'est ça la première étape. Et derrière, en fait, j'ai essayé de taper au maximum de portes et on se prend beaucoup de noms. On se prend peut-être 150 ou 200 noms et à la fin, tu finis par rencontrer la bonne personne, la personne qui croit au projet, qui adhère et qui te dit oui, on va t'accompagner et t'aider. Et c'est assez sympa parce que du coup, j'ai rencontré le groupe Satov, qui
qui est mon sponsor pour ce projet de boucle transatlantique. Je les ai rencontrés en 2020 et ils m'ont accompagné sur une saison en Mini 650 en 2021, sur mon projet d'expédition au cercle polaire en 2022, et là, jusqu'en 2026, ils vont m'accompagner sur ce projet de boucle transatlantique. Et eux, du coup, il y a toute une histoire qui se crée, parce que toutes les aventures, on les a vécues ensemble, et ils ont navigué un peu avec moi. Je leur envoie des nouvelles souvent quand je suis en mer. Je leur fais visiter le bateau avant le départ. Je reviens les voir après. Et donc, eux, ils connaissent toute l'histoire, et c'est super sympa de pas seulement avoir le lien. On te donne de l'argent et tu mets un autocollant sur la coque du bateau, quoi. Et je pense que c'est un peu le futur aussi du sponsoring en voile. C'est soit de porter des causes particulières, soit de plus raconter des histoires et d'aller les raconter aux gens directement. Parce que finalement, c'est pas parce qu'il y a un autocollant sur le bateau que les gens vont derrière se dire qu'ils vont acheter un produit d'entreprise. Je pense pas que ce soit aussi important que ça. Comment est-ce que tu arrives à jouer sur tous les fronts comme ça? Tu es dans ton école d'ingénieur, tu fais ton double cursus avec les sciences politiques, tu la gères des sponsors, une expédition, ton projet de transatlantique? Ça prend un peu de temps. C'est là où tu viens. Je dors, vous inquiétez pas. Mais déjà, donc au niveau de mes études, depuis 1 an, j'ai la chance d'avoir un aménagement d'études. Donc en gros, j'ai la moitié des cours. Et ça me permet de libérer souvent la fin de semaine pour pouvoir aller m'entraîner, préparer le projet à terre, faire les courses. Mais c'est vrai que sur toute la préparation d'expédition, j'étais à plein temps dans les 2 écoles. Et donc là, c'était un peu compliqué. Ça laisse peu de temps après pour faire autre chose, en fait. Mais d'un autre côté, on n'a pas l'impression de travailler, on n'a pas l'impression que ce soit une contrainte, parce que quand il y a ce rêve derrière de faire l'expédition, de monter au cercle polaire comme j'en rêvais il y a 2 ans, et en fait, tout ce qu'on fait pour y arriver, c'est vraiment de la passion. Et ça apparaît, tout ce travail apparaît jamais comme une contrainte. C'est vraiment que du plaisir, on se projette à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se projette. On travaille sur le bateau, par exemple, on se projette au cercle polaire. Quand on installe un petit chauffage sur le bateau, on se dit quand je serai au cercle polaire, ça me servira. Et du coup, on n'a vraiment pas l'impression de travailler. Et c'est que du bonheur, quoi. Est-ce que écologiquement, tu te dis toujours, je suis toujours raccord avec ce que je fais et ce que je pense, c'est toujours raccord, ou bien finalement tu fais avec et tu trouves des moyens pour concilier tout ça? Non, c'est sûr que on a toujours une petite dissonance entre, forcément, par exemple, en école d'ingénieur, on apprend moi, je suis dans un cursus qui vise après à nous faire travailler dans l'industrie. Donc forcément, c'est pas très plancton friendly. Et donc, forcément, ça fait poser beaucoup de questions. Du côté des études, j'ai beaucoup hésité il y a 1 an, juste avant d'avoir l'aménagement d'études qui m'a permis de souffler un peu, de prendre du recul. Mais je me suis posé beaucoup de questions sur le fait de continuer ou pas ce cursus, parce que on travaille, ça demande de beaucoup travailler, et derrière on se dit en fait tout ce que j'apprends là, c'est quelque chose que je ne veux pas appliquer derrière. Faire de l'usinage et du fraisage, faire des pièces métalliques pour des carteurs de moteur, j'imagine très mal faire ça plus tard, et j'ai pas forcément envie de contribuer à faire ça plus tard. Et donc j'ai beaucoup hésité. Il y a même un moment où je me suis dit c'est pas possible, je vais arrêter ça. Et finalement je me dis que connaître ce monde-là, ça peut aussi être un moyen de le comprendre et derrière de savoir ce qu'il faut faire et quel levier il faut actionner aussi pour le changer. Et donc c'est un peu la stratégie d'être dedans, quoi, infiltré. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, comment est-ce que tu te projettes, plus tard, dans ta carrière professionnelle? Jusque-là, tous mes projets, c'était vraiment des projets où c'était un rêve, en fait, où j'en rêvais, et puis quand j'en rêve, j'en dors pas la nuit, et j'ai juste envie de le faire à fond. Et pour l'instant, je suis à fond dans mon projet actuel, et je vois pas où je me projette plus tard. Et j'attends de laisser... j'ai plein d'idées pour d'autres projets, d'autres aventures, mais je me laisse du temps, et je pense que je suis plutôt le genre à me laisser guider par ces rêves au fur et à mesure, et à pas me tracer une voie en amont, en fait. C'est intéressant ce que tu dis, d'être guidé par ses rêves, parce que c'est une phrase qui peut paraître un peu bateau, d'être guidé par ses rêves, etc. Et en fait, toi, tu l'affirmes. Et comment tu
tu fais en sorte de pas tomber dans un travers. Alors soit d'être complètement idéaliste et hors sol, ou alors de te confronter à un moment de te confronter à un mur où le pragmatique va te rattraper. Des gens vont te dire tes rêves c'est gentil, mais là ça va trop loin, et du coup retomber que ça s'essouffle en fait. Comment tu entretiens ces rêves? En fait, je pense que ça, quelque chose qui peut fonctionner jusque-là, parce que ce qui m'intéresse dans le rêve, c'est pas forcément le fait de le réaliser, mais c'est plus tout le cheminement pour l'atteindre, en fait. Et si je reprends par exemple l'exemple de l'expédition au cercle polaire, les meilleurs souvenirs que je garde de cette expédition et ce qui m'a le plus donné de motivation, c'est la préparation de l'expédition, c'est le début de la montée. Et quand j'y étais, j'étais très heureux, mais ce qui m'a vraiment le plus motivé, c'est vraiment toute cette phase de préparation et de tout le cheminement pour atteindre ce rêve. Et donc, en fait, je me dis, même s'il y a un moment où j'ai un rêve qui est beaucoup trop dur à atteindre et que j'essaie de le faire, je serais quand même content d'avoir essayé, d'avoir commencé à mettre en place tout ce qu'il faut pour le réaliser. Même si derrière, je le réalise pas vraiment parce qu'il est trop ambitieux. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu une rencontre dans ta vie qui a pu créer chez toi un déclic ou qui a été un élément de motivation particulier? Je pense qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu une qui a été assez marquante, c'est avec un des cofondateurs de Plancton Planète, un scientifique, Colomban de Vargas, donc qui est quelqu'un qui a participé aux campagnes de Tara Océan, ce voilier scientifique qui est parti autour du monde analyser le plancton, et qui derrière a créé le consortium Plancton Planète justement, et qui est quelqu'un qui a vraiment une manière de voir le monde complètement différente, une manière, alors pour le coup vraiment de rêver entièrement différente, et qui se laisse guider par ses rêves, par ses idées, ses idéaux. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette rencontre, c'est lui, ce qu'il veut, c'est il a son rêve et il travaille à fond pour l'atteindre, et il se pose pas la question de si c'est possible ou pas, mais il a ce rêve de créer une cartographie mondiale du plancton. Il y va, il commence à envoyer des gens en expédition à droite à gauche. La montagne à gravir, elle est énorme, et lui, il commence à la gravir petit à petit en rêvant complètement, et finalement, ça fonctionne derrière. Et c'était une rencontre assez marquante, et je pense qui m'inspire beaucoup aussi pour la suite, cette manière de fonctionner. Est-ce que toi, tu as le sentiment, en tant que navigateur, d'entretenir un lien particulier vis-à-vis de l'océan, vis-à-vis de ton écosystème? Je pense que oui, forcément, quand on est en mer pendant aussi longtemps, on se rattache en fait à tout ce qu'on peut voir autour de nous. Dans la vie de tous les jours, on a des interactions avec des choses hyper variées, très fréquemment, en masse. On croise plein de gens, on visite plein de lieux différents. En mer, on est face à l'océan qui est immense, qui est finalement c'est H2O, H2O jusqu'à l'horizon, quoi. Et un peu de NaCl dedans quand même. voilà, c'est ça. Mais globalement, c'est beaucoup plus monotone, on va dire. Mais par contre, du coup, et on est en isolement aussi, on n'a pas de contact avec d'autres êtres humains. Et donc forcément, on va se rattacher beaucoup plus à tout ce qui est autour de nous. Donc quand ça fait 3 semaines qu'on n'a pas vu une autre personne, quand on va croiser un dauphin, on va potentiellement se mettre à lui parler, par exemple. ou même des fois se mettre à parler à son bateau aussi. Mais je pense que du coup, le fait d'être isolé et avec peut-être une petite dose d'ennui, mais au sens positif, l'ennui qui nous pousse à regarder autour de nous et à imaginer des choses autour de nous, ça nous oblige à avoir un lien plus fort avec la mer, justement. Et quel est ton rapport avec ton bateau, particulièrement? Il y a déjà un rapport un peu technique, parce qu'on finit par le connaître sur le bout des doigts, à connaître chaque petit élément du bateau. Et derrière, ça devient quelque chose... le bateau, on finit par lui parler, en fait, quand on est en mer, tout seul sur le bateau, en tout cas. Et donc, je pense que c'est un peu c'est peut-être comparable avec l'équitation, par exemple, où on parle à son cheval et on prend soin du cheval, et c'est un peu triste à dire pour le cheval, mais parce que le bateau n'est pas quelque chose de vivant, mais on finit par se l'imaginer vivant dans notre tête. Et il y a tellement de souvenirs en commun
tellement de sensations aussi. Parce que le bateau, en fait, quand on est en mer, on est toujours rattaché. Il y a toujours une partie de notre cerveau qui est focalisée sur le bateau et sur les sensations qu'on a avec le bateau. Donc on va en permanence, même quand on dort, même quand on est à l'intérieur du bateau, sentir les mouvements du bateau, sentir s'il y a une voile qui bat, s'il y a une voile qui est mal réglée, si la barre elle bouge beaucoup, si elle bouge pas beaucoup, ou comment le bateau est équilibré. Et donc forcément, on est à force d'être tout le temps en connexion avec ça, avec ces sensations, avec ce bateau, il y a un lien qui se crée qui est assez fort, et quand on débarque à terre, rompre ce lien, c'est assez bizarre. On a toujours envie de sentir le bateau, mais on est assis dans un canapé et le canapé ne bouge pas. Comment est-ce que toi tu te perçois dans ton environnement? Parce qu'il y a certainement des moments où tu as un sentiment de puissance, parce que tu es là seul en train d'avoir le sentiment de dompter un élément, et puis à d'autres moments tu vas te retrouver avec une météo très crasseuse, ballottée par les vagues, et où tu vas te sentir totalement impuissant. Comment est-ce que tu vis ça quand tu es tout seul là-bas? C'est vrai qu'il y a beaucoup ce vocabulaire de dompter les éléments, dompter les mers du Sud, ou dompter les vagues. Moi, je ressens pas ça en fait quand je suis sur le bateau. Je pense que la navigation parfaite, c'est réussir à être en symbiose avec la mer, et à faire en sorte que rien ne se fasse dans la brutalité en fait, parce que c'est là qu'on casse du matériel, c'est là que finalement c'est pas performant non plus. Et donc je ressens plus le lien, quelles que soient les conditions, comme naviguer, comme être une manière comme une harmonie parfaite en fait entre toi, le bateau et la mer. Et enfin plutôt les éléments de manière générale, parce qu'il y a aussi le vent. Mais pour moi c'est plus ça, et en fait c'est plus je ressens beaucoup de satisfaction dans la navigation quand j'arrive à naviguer en alignant les trois parfaitement, et que tout se déroule sans effort, et tout se déroule bien sans effort, que le bateau glisse bien. Et cette conception de la navigation, donc qui est pas simplement du pilotage, tu sens qu'elle est partagée aujourd'hui dans la communauté des skippers. Et est-ce que tu as envie d'impulser quelque chose de nouveau, ou au contraire de revenir à un temps d'avant? Je pense que ce serait plutôt revenir à un temps d'avant, parce que en fait les premiers navigateurs, ils n'avaient pas d'autre choix que d'être vraiment en harmonie avec le bateau et puis la mer, parce que les technologies n'étaient pas aussi évoluées. Et donc le premier à avoir fait le tour du monde en solitaire, Joshua Slocum, son bateau il était en bois, il n'y avait pas de pilote automatique. Les espars étaient en bois, donc le mât en bois, si tu forces trop dessus, il va casser beaucoup plus facilement qu'un mât en carbone, par exemple. Et donc forcément, ils étaient obligés d'être en harmonie et de pas forcer. Ils n'avaient pas de pilote automatique, donc le bateau devait être parfaitement équilibré pour avancer tout droit. Donc c'était vraiment pas du tout la même manière de naviguer. Et aujourd'hui, maintenant, les bateaux sont en carbone, ils volent. Il y a des algorithmes hyper développés pour les pilotes automatiques qui font que le bateau est vraiment asservi de manière très précise. Et donc, on peut mettre beaucoup plus de voiles, aller beaucoup plus en puissance, parce que le pilote automatique va rattraper tous les problèmes. Et je pense que c'est finalement peut-être un peu un retour aux premières navigations, que de naviguer plus en harmonie avec le bateau, sans forcer. Donc là, dans toutes les expériences dont tu nous as parlé et celles que tu envisages, tu fais de la navigation en solitaire. Est-ce que tu te verrais naviguer en équipage, et est-ce que ça ne te pose pas un souci de partager tes souvenirs, alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec ton bateau et pas avec un être humain? Je pense que j'aime beaucoup les deux. Jusqu'à assez récemment, j'avais peu navigué au large en équipage. J'ai fait beaucoup de large en solitaire, mais l'équipage c'était assez nouveau. Et là, du coup, cet été, j'ai eu l'occasion d'embarquer au Groenland sur un bateau où on était 6, un voilier où on était 6, et de faire une navigation entre le Groenland et puis La Rochelle, en France, à 6 pendant 3 semaines. Donc forcément, c'était vraiment la première fois que je partais au large comme ça en équipage, et j'avais un peu cette appréhension de me dire, l'expérience va être complètement différente. Je vois très bien les bacs que j'ai, les émotions négatives que je peux avoir des fois quand je suis en mer, mais si je suis en équipage et que je transmets ça va être dramatique. Et ou au contraire, si quelqu'un transmet ça aussi, comment ça va pouvoir se dérouler. Et en fait, ça s'est très bien passé. Alors, je pense aussi parce que je suis tombé dans un équipage qui était très sympa, et avec des gens qui étaient habitués aussi à l'équipage et qui étaient toujours capable alors à la fois de dire les choses directement, d'exprimer tout ce qui n'allait pas, et en même temps qui était naturellement très très sympathique. Et parce que c'est vrai, en fait,
à terre, on peut facilement se mettre un masque justement de sympathie ou un masque de bonne humeur. Mais quand on est en mer pendant 3 semaines, si la sympathie et la bonne humeur, c'est juste un masque, au bout d'un moment, le masque il disparaît. Avec l'inconfort, avec le manque de sommeil, la vraie personnalité ressurgit. Et donc c'est ça qui est intéressant dans l'équipage, c'est que si un équipage arrive à bien s'entendre pendant 3 semaines, ça veut dire qu'à terre, ils arriveront aussi à bien s'entendre sans problème. Et ça, c'est un peu un crash test, en fait, de partir en mer, même pour les couples aussi. Je pense que c'est l'expérience ultime pour la survie du couple. Si le couple survit à un mois de traversée, ils pourront rester ensemble toute leur vie. Y a pas de souci. Et là, donc, tu viens de parler d'une navigation depuis le Groenland. Tout à l'heure, tu nous disais que tu avais envie de découvrir d'autres horizons, naviguer sur d'autres mers. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières au fait de naviguer autant au nord? Qu'est-ce que tu peux nous raconter de cette expérience? Le nord, c'est assez particulier comme endroit parce que c'est à la fois très hostile, c'est très très hostile, mais en même temps, c'est je trouve ça hyper attirant comme endroit. Y a pas mal d'imaginaires d'explorateurs, les premiers explorateurs qui ont été dans le nord, qui ont perdu leur bateau, qui ont dérivé dans les glaces. Et c'est des histoires qui font rêver aussi, pas toujours de manière positive, mais des histoires qui m'ont aussi fait rêver quand j'étais plus jeune et qui me font toujours rêver. Et du coup, le Nord, c'est quelque chose qui attire beaucoup parce que c'est un peu l'aventure, je trouve que c'est l'aventure un peu ultime en voile, d'aller naviguer dans des endroits dans le Grand Nord ou dans le Grand Sud, parce que forcément, au niveau de la météo, il y a les températures qui sont très froides, il y a potentiellement beaucoup de brouillard aussi, il y a des glaces, donc le brouillard plus les glaces, ça fait des fois un mix qui est pas pas sympa en bateau à la voile. Il y a des dépressions qui passent régulièrement, beaucoup plus régulièrement par exemple que dans les alizés dans le sud. Donc la météo peut être plus imprévisible et plus dangereuse aussi, avec des grosses vagues, des vents très forts. Et tout ça fait que ça fait un milieu hyper hostile, mais qui en même temps peut par moments être absolument fantastique. Enfin, l'enfer peut se transformer en paradis en quelques minutes, en fait, quand on se retrouve entre les icebergs, entre les baleines, avec d'un seul coup le soleil qui apparaît, et dans les fjords, entre les montagnes. Enfin, c'est des souvenirs fantastiques. Et le fait d'avoir vécu ou d'avoir traversé des moments hostiles rend après les moments positifs encore plus positifs derrière. Quand ça fait 3 semaines qu'on est au soleil et qu'il y a à nouveau du soleil, c'est pas forcément marquant. Par contre, quand on vient de faire 3 semaines sur un bateau dans le brouillard et que d'un seul coup on a un rayon de soleil et puis on voit la terre, là c'est quelque chose dont on se souvient toute sa vie. Et puis aussi, dans le Nord, ce qui est fantastique, c'est que il y a très peu de présence humaine. Comparativement au sud, quand on va naviguer à la voile, c'est un peu la route plus classique où on voit beaucoup de voiliers, on voit des bateaux de croisière, on voit beaucoup aussi d'habitants sur les côtes. Et au Groenland, on a navigué pendant 1 semaine en avançant dans les fjords entre les montagnes et on n'a quasiment pas croisé un bateau en 1 semaine en fait. Juste à la fin, on a croisé 2 bateaux, mais c'est tout quoi. C'est hyper rare aujourd'hui de pouvoir naviguer comme ça sans croiser personne. Et pareil, quand on était en mer, après avoir quitté le Groenland au large, on a passé vraiment 10 jours sans croiser un seul bateau. Et ça, même au large, aujourd'hui, dans l'Atlantique, c'est pas des choses qui sont évidentes. Donc, cet isolement, il est assez incroyable quand même. Toi, tu as cette chance de voir ces paysages magnifiques, d'être confronté à toute cette faune. Qu'est-ce que ça dit, selon toi, de ta place en tant qu'être humain dans tout ça, dans cet écosystème? Responsabilité, humilité. Oui, on se sent beaucoup plus petit et en même temps, enfin, le Nord, en fait, c'est un endroit qui est quasiment dénué de présence de l'homme. Visuellement, on a l'impression que c'est complètement sauvage, donc on se sent tout petit. Quand on voit les traces d'ours polaires dans le sable, on se dit waouh, ou quand on est face à une baleine, c'est tellement impressionnant que on se sent vraiment. Ça fait une petite leçon d'humilité. Mais en même temps, c'est aussi le Nord un endroit où la présence humaine
est une des plus fortes du point de vue, par exemple, du changement climatique. Parce que quand on y est, on se rend compte que... Enfin, moi, l'équipage avec lequel j'étais était venu il y a 5 ans auparavant et me racontait, voilà, ce glacier, il y a 5 ans, et il était 100 mètres plus en avant. Et il a fondu, il a reculé de plus de 100 mètres depuis. Et quand on parle avec les habitants, c'est le même discours aussi. Donc, on se rend compte aussi que l'homme, à la fois, est tout petit face à toute cette faune et tous ces paysages, mais en même temps que son impact peut être colossal, en fait, quand on regarde le climat, par exemple. Il y a une phrase qu'on aime beaucoup avec Bat, d'Oscar Wilde, qui disait que vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Est-ce que toi, tu as le sentiment de percevoir cette différence entre le fait de vivre et d'exister? Et si oui, est-ce qu'il y a un déclic, quelque chose qui t'a fait passer d'un état à l'autre? Enfin, quel est ton point de vue sur cette phrase? Ah, vivre et exister. Moi, je comprends ça plus que exister, comme suivre un peu le cheminement qui est déjà tracé devant nous, en fait. Et vivre comme bifurquer pour suivre un peu nos rêves. Ça me fait penser un peu à une phrase que j'aime beaucoup, justement, du fameux Bernard Moitessier, ce navigateur pour du mondiste, qui disait tout ce que les hommes ont fait de beau et de bien, ils l'ont construit avec leurs rêves. Et donc, je pense que pour vivre, justement, faut se laisser guider par ses rêves. Et même si on les atteint pas, c'est une manière aussi de... Finalement, si on se laisse guider par nos rêves, ça va forcément nous mettre sur la voie d'un monde un peu plus idéal. Ouais, ce qui m'a marqué vraiment dans notre échange, c'est que quand tu fais le récit de tes aventures, je trouve que t'es transcendé par l'émotion. Enfin, tu t'en as parlé, qu'en mer, toutes tes émotions vont être décuplées dans un sens ou dans l'autre. Et pour moi, en tout cas, le fait de vivre ou d'exister, dans la notion de vivre, il y a cette notion de ressentir les choses. Et c'était vraiment super intéressant dans l'échange de pouvoir... tu arrives à nous transmettre cette émotion au travers de tes mots. Et c'est vrai que pour ressentir les choses, il faut prendre le temps de le faire et prendre le temps de les écouter aussi. Et c'est vrai que la navigation permet justement de prendre ce recul. La navigation au large permet d'avoir cet ennui, en fait, au sens positif, qui permet d'écouter ses émotions, d'écouter ses rêves et voilà, d'en imaginer des nouveaux. Je vais partir sur une question bien plus pratique. Si demain les rêveurs de l'Atlas devaient rencontrer une autre personne, qui nous conseillerais-tu? Moi, je vous conseillerais Isabelle Autissier, qui est la skipper avec qui je suis parti au Groenland cette année, et qui est quelqu'un qui s'est beaucoup battu, je pense, pour réaliser ses rêves. Son rêve de faire de la course au large dans les années 80, dans un monde qui n'était pas un monde évident pour les femmes à l'époque, et qui s'est aussi beaucoup battu pour un idéal de protection de l'environnement aussi. Et je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment des choses à transmettre à ce niveau-là, et qui s'est aussi sûrement beaucoup laissé guider par ses rêves de Grand Sud et de Grand Nord, et qui est capable de faire, qui je pense a cette capacité alors à la fois de se laisser guider par les rêves, mais aussi de transmettre ses rêves et d'inspirer d'autres personnes avec ses récits. Et c'est vraiment quelqu'un de super inspirant. Toute dernière question pour toi. Aujourd'hui, si tu avais un grand rêve que tu souhaites atteindre, quel serait-il? Ah, waouh. Le rêve d'une vie, ce serait... je pense que le rêve d'une vie, ce serait de pouvoir justement vivre tout le temps en se laissant guider par ce genre de projet qui me permet d'avoir une passion pendant un temps donné. Et ce serait vraiment ça mon rêve. Et en même temps de pouvoir continuer toujours dans ces aventures-là et dans ces rêves-là à vivre en gardant un lien avec tout ce qu'il y a autour de nous, avec tout le vivant autour de nous, avec le plancton, avec les oiseaux, avec tout ce qu'on peut voir en mer. Merci beaucoup à toi en tout cas. Et merci pour cet échange passionnant. Merci à vous et puis bon courage pour tous vos beaux projets. Et puis à très vite vers de nouveaux horizons. Exactement. Merci les gars. Et voilà, c'est ainsi que notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager et poursuivre la réflexion.
N'oubliez pas de vous abonner au podcast des Rêveurs de l'Atlas et à nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.